Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez tous bien? Oui, Oui, oui. bonjour. Oui, je vous entends. Bonjour, Oui, on vous entend. parfait. Oui. Il est l'heure, donc on a 18 participants. Il reste quelques manquants, mais je vous propose de débuter au fur et à mesure, les gens vont nous rejoindre. Ah, ouais. Alors, normalement, vous voyez tous mon écran aussi. J'ai préparé une petite présentation. Donc, je me présente, Camille Beau. J'ai rejoint l'Institut au mois de mars et maintenant je suis en charge du programme Maître d'art élève à la suite de Chloé Baptistelot que vous connaissez peut-être, qui a quitté l'Institut depuis le 16 octobre. Et donc, nous préparons le nouvel appel à candidature avec une sélection qui aura lieu en 2025 pour une rentrée dans le dispositif en 2026. Donc, j'ai préparé un PowerPoint qui est peut-être un petit peu important. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre. On va faire une petite présentation d'une demi-heure. Après, Rémi Desmond, qui est maître d'art dans la promotion actuelle, vous dira un petit peu son ressenti pendant un petit quart d'heure, 20 minutes, on aura aussi un échange si vous avez des questions. Voilà pour le déroulé. Donc tout d'abord, pour le programme Maître d'art élève, il est géré par l'Institut pour les savoir-faire français, donc ex-INMA que vous connaissez peut-être, qui est une association d'utilité publique créée en 1889 et qui a pour mission de faire rayonner, perdurer et grandir les métiers d'art. Et dans l'axe perdurer, vous avez notamment beaucoup de projets, mais dont celui de programme Maître d'art élève. Je passe assez rapidement sur l'Institut pour avoir plus de temps pour faire évoquer le programme. Donc, quel est l'enjeu de ce programme? C'est vraiment de pouvoir transmettre les savoir-faire rares. Donc, qu'est-ce qu'on entend par rare? On a fait parce que ça veut tout et rien dire, on a fait 2 études pour essayer de le définir avec un comité scientifique et un acteur sur la partie économique. Donc la première étude, ça s'appelle les éclaireurs et les premiers résultats auront lieu le 26 novembre. C'est un peu définir qu'est-ce que les métiers d'art et quel est son poids économique. Parce qu'en fait, les métiers d'art, ça regroupe 281 métiers, mais qui sont dispersés dans beaucoup de domaines différents et qui sont souvent parfois associés à des secteurs différents. La deuxième qui a été vraiment une base pour la nouvelle promotion de Maître d'art, c'est le projet Perdurare. Donc, c'est un projet qui vise à définir qu'est-ce qu'un savoir-faire rare et après à identifier les détenteurs, soit associations, soit professionnels, qui sont en charge, qui sont détenteurs, donc qui détiennent un savoir-faire qui n'est pas enseigné à l'école ou très peu et qui est peu représenté sur le territoire national. Donc là, la première phase de lancement a été faite en début du mois d'octobre et on commence les recensements. Donc, si vous le souhaitez, je pourrais vous envoyer le PowerPoint, comme ça vous permettra de prendre Ouais. plus voilà, la mesure de ces projets. J'essaye d'aller assez vite parce que si je commence à parler de ces projets, nous ne tiendrons pas dans l'heure que j'ai prévue. Donc, on rentre vraiment dans le vif du sujet avec le programme Maître d'art élève. Donc, c'est un titre ministériel qui a été créé en 1994 pour pérenniser les savoir-faire rares, donc ce qu'on a défini un peu tardivement cette année. Aujourd'hui, le panorama maître d'art élève, ça comprend 149 maîtres d'art, 155 élèves, parce que certains maîtres d'art ont eu plusieurs élèves. Ce n'est plus le cas à l'heure actuelle, parce que comme vous le verrez, le programme évolue au fil du temps et maintenant on essaye d'avoir un maître et un élève, vraiment un binôme qui soit unique pour pouvoir vraiment se concentrer sur le programme de l'élève et pouvoir l'aider au maximum. Et cela représente 105 spécialités réparties dans les 16 domaines de la liste des métiers d'art. Juste quelques chiffres vraiment rapidement, c'est qu'on voit qu'il y a une surreprésentation de certains domaines, tout comme une surreprésentation de certains
territoire. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on sera vigilant pour les prochaines nominations, c'est d'avoir une meilleure représentativité des métiers d'art. Et donc, c'est pas forcément au détriment de l'Île-de-France ou au détriment du domaine de l'ameublement, mais on sera attentif que bien les autres régions soient représentées, parce que tout ne se passe pas à Paris et tout ne se passe pas dans l'ameublement. Donc, c'est quelque chose sur lequel le ministère et nous-mêmes serons assez vigilants, tout comme une reconnaissance plus importante, je me rends compte, voilà, de la parité homme-femme, parce qu'on a une surreprésentation d'hommes. Donc, même chose, on veut que ça soit représentatif. Donc, il y aura une attention particulière sur les candidatures de maîtres d'art femmes. Donc, l'objectif, je vous disais, c'est donc pérenniser les savoir-faire rares ou menacés au sein d'une entreprise, mais aussi d'une filière. Donc, ça peut être quelque chose, par exemple, un réparateur de machines anciennes qui est indispensable à la survie d'une filière ou d'une entreprise. Donc, c'est quelque chose d'assez large. C'est pour ça qu'on parle de savoir-faire rare et pas forcément de métier d'art, parce que c'est souvent des savoirs qui vont compléter la liste, en tout cas qui vont être une sous-catégorie d'un métier qui est, lui, inscrit à la liste des métiers d'art. On va, nous, en tant qu'institut et le ministère, faciliter la transmission des individus. Donc, il va y avoir tout un cadre administratif et pour aider le maître d'art à transmettre et l'élève à apprendre, tout comme développer ses propres compétences. Pourquoi? Parce que l'élève a souvent un objectif qui lui est propre, donc une montée en compétences, un développement d'entreprise, une reprise d'entreprise. Et donc pour ça, il va avoir besoin de compétences complémentaires que le maître d'art n'aura pas forcément. Donc on va l'aider en fait à acquérir des compétences annexes pour l'aider dans son projet professionnel. Et le dernier objectif, c'est de créer une dynamique. Donc c'est pas forcément une hiérarchie de maître à élève, mais l'élève va aussi apprendre au maître d'art. Donc ça se fait un peu naturellement. Les deux vont réfléchir qu'est-ce que le métier, comment le transmettre, quelle est sa place dans le monde actuel. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait plus naturellement et qu'on observe dans les dernières promotions. Donc, comme je vous disais, c'est un titre ministériel, donc le ministère reste propriétaire du titre. Il est en charge de la sélection, de décerner le titre de maître d'art et de superviser le programme. Donc, des conventions sont faites par l'Institut et sont remontées assez régulièrement au ministère pour pouvoir avoir un suivi le plus précis possible. L'Institut, de l'autre côté, va gérer toute la partie opérationnelle, donc la sélection, donc organiser les jurys, informer les différents maîtres d'art et élèves s'ils sont pris ou non, euh, promouvoir aussi une fois que la nomination est faite et les accompagner tout au long du programme, que ce soit dans l'aide dans la transmission du geste, mais aussi accompagner, comme je vous disais, le projet professionnel de l'élève. Et dernier objectif, valoriser l'ensemble du panorama maître d'art élève. Donc là, ça peut passer par des salons, ça peut passer aussi par de la communication. Donc essayer de faire tout notre possible pour que les promotions soient le plus visibles possible. Donc rentrons un peu dans le cœur du sujet avec qu'est-ce que l'accompagnement maître d'art élève. Donc aujourd'hui, c'est un programme de 3 ans avec 3 années. Chaque année correspond à une année de transmission avec une convention au début, une convention à la fin, pour pouvoir apprécier tout ce qui a pu être fait dans l'année et pouvoir aussi changer, parce que c'est un programme évolutif. Forcément, ce que vous déclarez en début d'année, ce n'est pas toujours fait à la fin d'année. On a bien conscience que vous êtes dans un programme, dans un atelier avec un planning de production, avec des contraintes qui sont externes et qui sont hors de votre volonté. Donc, on va au fur et à mesure ajuster ce programme. Ce qu'on aime à dire, c'est que c'est plutôt un cadre pour un peu vous donner toutes les bases et vraiment vous laisser vous concentrer sur le programme, vous donner du temps. Mais bien sûr, on est flexible sur ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. Qu'est-ce qu'on entend par programme de transmission? Alors, on va dire qu'il est en 3 parties. Une partie atelier qui semble assez logique. Donc, l'élève va découvrir votre technique d'un point de vue production et hors production. Mais il y a aussi toute une partie
hors atelier. Donc, ça va être des formations professionnelles, soit sur une compétence annexe à son savoir-faire, notamment une élève cleftière a décidé de se former sur la fabrication du charbon de bois, qui est un des matériaux utilisés dans sa profession, pour avoir la maîtrise totale de la production de A à Z. Donc, ça peut être ce type de formations qui sont faites, qui vont aller dans le sens de la troisième partie, qui est l'accompagnement professionnel de l'élève. Donc là, on va encourager soit les formations professionnelles, les échanges professionnels avec d'autres professionnels, avec des institutionnels, notamment des chercheurs, si cela peut aider le projet. Donc, c'est une des complexités de ce programme et que vous allez le voir dans le programme, dans le projet de candidature, c'est qu'on demande à l'élève d'avoir un projet mature, un projet défini sur qu'est-ce que le programme peut lui apporter pendant ces 3 ans et où est-ce qu'il veut en être après ces 3 ans. Est-ce qu'il veut avoir créé son entreprise? Est-ce qu'il va avoir évolué au sein de son entreprise, si c'est celle du maître d'art élève, du maître d'art, ou si c'est une entreprise tierce. Donc, c'est vraiment comment faire pour l'aider au maximum pendant ces 3 ans, parce que c'est long, mais en même temps très court. Donc, il faut qu'il y ait une réflexion en amont, et ça sera apprécié par le jury, savoir si le projet professionnel de l'élève est clair. Pour cela, il y a une aide financière qui est faite, une allocation qui est attribuée à l'entreprise ou à l'atelier du maître d'art, enfin, qui reçoit la transmission, une allocation qui permet de pouvoir dégager du temps pour l'apprentissage de l'élève, parce qu'on a bien conscience que transmettre, ça a un coût qui n'est pas forcément direct, mais qui va être indirect, parce que le temps que vous passez à transmettre, vous n'allez pas le passer à produire. Et un deuxième soutien financier est aussi octroyé, là plus particulièrement vers l'élève, justement pour financer tout ce qui va être annexe au programme de transmission avec le maître d'art. Donc, que ce soit des voyages d'études, que ce soit des rencontres professionnelles. Si c'est dans une autre région, il peut avoir des frais de déplacement. Ça peut être aussi l'acquisition d'outils spécifiques. Donc voilà, on va essayer de l'aider au maximum pour pouvoir atteindre le but qui s'est fixé. Avez-vous des questions dans un premier temps sur cette première partie? Je vais assez vite. N'hésitez pas à me dire si vous êtes perdu. Et je ne vous vois pas, sachez-le, je vois mon écran. Donc, n'hésitez pas à intervenir si jamais vous êtes... Oui, excusez-moi, l'élève, lui, parce que 3 ans, c'est aussi long pour lui, oui. Quelle rémunération il peut avoir? Il n'y a pas de rémunération, donc c'est une des problématiques du programme. En fait, là, sur cette allocation qui est donnée au maître d'art, donc à la transmission, certains l'octroient en fait à l'élève. Donc ça peut être une partie de sa rémunération. Mais l'Institut entre pas en compte, ne va pas rentrer dans la répartition de l'allocation, parce qu'en fait, les cas sont vraiment divers. Soit c'est 2 employés d'une même entreprise, dans ce cas-là, c'est l'entreprise qui va avoir l'allocation. Après, parfois, le maître d'art emploie le salarié, donc dans ce cas-là, c'est lui qui a. Donc l'élève, ce qu'on entend, c'est que ça ne soit pas forcément un plein temps. Donc sur certains qui ne sont pas forcément employés dans l'entreprise du maître d'art, c'est que ça soit un mi-temps. Un mi-temps dans l'atelier du maître d'art et un mi-temps pour pouvoir subvenir à ses besoins, à minima. Ça peut être bonjour, ça peut être un élève qui a sa propre entreprise. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc ça peut être aussi pour travailler à son compte à côté. D'accord. On aura quelques exemples qui seront peut-être plus clairs, parce que là, c'est vraiment très théorique au départ. Donc, qu'est-ce qu'un savoir-faire rare? Donc, c'est la fameuse définition auquel on a abouti sur le projet Perdurare. Donc, je vous enverrai, comme ça, je vous laisserai pouvoir la détailler tranquillement. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour être élève?
Non, en fait, on va avoir les critères ensemble. C'est plus qu'on demande à l'élève d'avoir déjà une petite expérience professionnelle de 2-3 ans, que ce soit pas forcément quelqu'un qui sorte de formation, justement pour avoir un projet professionnel qui soit le plus abouti possible sur qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie. Mais il n'y a pas de limite d'âge par la suite. Et On parle merci. généralement de jeunes professionnels, mais pas d'un point de vue âge, mais d'un point de vue expérience professionnelle. Et Et est-ce donc, que... Allô? oui. Oui, bonjour. Et est-ce que l'élève peut... enfin, si l'élève travaille déjà depuis un moment dans l'entreprise, et est-ce qu'il peut déjà... enfin, est-ce qu'il peut participer en étant déjà confirmé? Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai envie de dire, c'est un minimum. Les critères que l'on va avoir par la suite, c'est un minimum de 5 ans, mais on n'a pas de maximum. Ah, d'accord. On peut avoir travaillé 10 ans dans l'entreprise, et c'est le cas dans la promotion actuelle. Bertrand et Lucille, donc, à la Calcographie du Louvre, travaillent ensemble depuis 9 ans et ont intégré le programme. Donc là, c'est plus forcément ce qu'on appelle une jeune professionnelle, mais plutôt une professionnelle confirmée. Donc sur les savoir-faire. Pardon. Pardon. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour les maîtres d'art aussi? Non, alors on va. Je vois que les critères. Attendez, hop. On va juste avancer, voilà, sur les critères, comme ça on va pouvoir en discuter. Donc, c'est un professionnel des maîtres d'art en exercice. Après, avec le ministère, on est en train de voir pour intégrer ceux qui sont récemment à la retraite. Pourquoi on veut quelqu'un en exercice? Parce qu'on cherche à avoir des professionnels qui transmettent un savoir-faire dans un contexte économique viable, donc qui soient en mesure de connaître quelle est la clientèle, quelles sont les perspectives économiques du domaine en question. Donc pour cela, on veut quelqu'un qui ne soit pas à la retraite depuis trop longtemps. Mais par contre, comme vous le voyez, il n'y a aucune limite d'âge. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui est en exercice et qui passe à la retraite pendant le programme. Ça pose pas de souci non plus. Il y a eu des exemples. C'est juste quelqu'un, voilà, qui ait conscience de quels sont les enjeux de son domaine, quelles sont les difficultés pour pouvoir en discuter avec l'élève et que l'élève soit armé, entre guillemets, pour pouvoir continuer sa vie professionnelle. Détenir un savoir-faire est remarquable, donc ça veut dire peu ou pas enseigner à l'école. Ce qu'on veut surtout pas, c'est se substituer à des formations qui existent déjà. Après, sur certaines formations, on a bien conscience qu'elles sont pas forcément qu'elles ne permettent pas d'avoir l'entièreté de la technique. Donc, ça peut être aussi des formations qui, par exemple, le CAP encadreur ne vous permet pas d'être encadreur pour les musées avec toutes les contraintes que cela peut faire. Donc, encadreur va rentrer parce que la formation qui existe à l'heure actuelle n'est pas suffisante pour pouvoir acquérir les techniques nécessaires que détienne un maître d'art, par exemple. Justifier une expérience professionnelle, même chose, 15 ans, c'est indicatif. En fait, là, pour le coup, les maîtres d'art doivent être vraiment des professionnels confirmés avec une technique qu'ils maîtrisent grandement. Et bien sûr, le dernier critère, être prêt à s'engager sur les 3 ans, parce que forcément, ça demande du temps et de l'argent. Donc, ça, c'est plutôt quelque chose d'assez évident. Et est-ce qu'on peut être 2 maîtres d'art? Non, en fait, pour l'instant, le titre, c'est une reconnaissance individuelle. Il n'a pas été. Après, c'est pas la première fois que se pose la question. Le ministère reste propriétaire, donc il y a des choses qui évoluent, mais pour l'instant, cette évolution n'est pas prévue. Ok. Par contre, il peut avoir un maître d'art et l'autre transmet pour le projet professionnel. Mais par contre, la reconnaissance ne sera que d'une seule personne. Non, oui, c'est pas pour la reconnaissance. Ou la location sera la même. Enfin, oui. Après, sur la formation, c'est juste, ça sera adapté, ça sera une compétence, enfin une formation qui sera double. Ça, il faudrait voir, pour le coup. On peut en discuter, prendre rendez-vous après. Oui, Là, je veux bien.
je fais une présentation globale et après, je Ok, pense qu'on très peut bien. complètement. Après, je ferai des rendez-vous individualisés avec certains parce que forcément, chacun est un peu particulier. Donc, on pourra rediscuter de ça. Pour le Merci. candidat élève, donc il doit avoir un diplôme, quel que soit le métier, parce qu'on a bien conscience que justement la plupart des métiers n'ont pas forcément de diplôme. Donc c'est quelqu'un qui a un diplôme, mais qui a quand même une petite expérience professionnelle d'un métier d'art. Donc on a de façon tout à fait indicative mis de 3 à 5 ans. C'est juste comme je le vous disais, c'est que ça soit un professionnel qui ait une idée de ce qu'il souhaite faire par la suite. C'est le cas parfois pour les gens qui sortent de l'école, mais pas toujours. Justifier d'un statut professionnel, indépendant ou salarié, avoir un projet professionnel, donc ça c'est vraiment dans le dossier de candidature, vous verrez, c'est une des parties les plus importantes et c'est sur ça que le jury va apprécier ou non la candidature et comme le maître d'art, bien sûr, être prêt à s'engager sur les 3 ans. Donc, on en a parlé un petit peu tout au long de cette présentation assez rapide, mais un peu pour vous fixer les 4 grands axes qui vont être appréciés donc, pendant la sélection. Le savoir du candidat maître d'art, donc pourquoi transmettre maintenant, en quoi il est rare pour une filière ou pour un territoire, la capacité et l'engagement de transmission du maître d'art, parce que ça reste un programme de transmission. Donc, si le maître d'art a eu des élèves, si le binôme s'est fait antérieurement, enfin, n'hésitez pas à évoquer toute la partie relationnelle, parce que finalement, cette transmission reste aussi une idée de personne et c'est quelque chose qui va être apprécié dans un dossier de candidature, mais qui n'est pas toujours facile à transmettre dans un dossier écrit, mais vous aurez des questions notamment sur votre volonté pédagogique. Après, ça ne sera pas à qui a le plus d'élèves, enfin le plus d'apprentis ou le plus, mais quelles sont les pistes qui ont été mises en place déjà dans votre entreprise ou par l'atelier et quel est le programme pédagogique que vous souhaitez mettre en lien avec l'élève. Bien sûr, celui-ci sera amené à changer, mais quelles sont les pistes sur la première année, sur la deuxième année, sur la troisième année, pour voir quelle est l'évolution et vers où vous tendez dans votre transmission. Le troisième, c'est le projet professionnel de l'élève, donc qui soit pertinent et réaliste, donc viable économiquement. Ça va être vraiment le critère le plus important. Et l'antériorité du binôme, donc je vous disais, c'est un programme de transmission de 3 ans assez lourd où vous allez passer beaucoup de temps ensemble. Donc c'est toujours intéressant pour le jury de savoir comment vous êtes rencontrés, pourquoi vous avez choisi ce maître d'art, pourquoi vous avez choisi cet élève, enfin, de pouvoir apprécier la qualité du binôme. Après, il y a des binômes qui sont anciens, donc ça fait une dizaine d'années qu'ils se connaissent. Certains vont se mettre en place pour la transmission. C'est tout à fait entendable aussi. Mais dans ce cas-là, pourquoi ce candidat souvent, j'ai rencontré des maîtres d'art qui me disaient c'était évident, c'était cette personne-là parce qu'on avait la même vision du travail, parce que on a ces qualités communes. Donc voilà, pourquoi cet élève et pourquoi ce maître d'art? C'est vraiment important. On en a un petit peu parlé quand on évoquait justement la possibilité d'avoir 2 maîtres d'art et l'allocation. C'est un programme qui est assez complexe parce que permet plusieurs cas de figure dans l'entreprise. Donc, soit le maître d'art emploie l'élève, soit les deux sont dans une même structure, soit les deux sont indépendants, voire indépendants dans 2 régions différentes. Ça, c'est tout à fait entendable. Dans ce cas-là, pour bien montrer la présence en atelier, un calendrier sera fait ensemble pour dire, je ne sais pas, on va passer une semaine sur 2 ensemble, on va passer une semaine par mois. Donc, qu'est-ce que vous entendez? Quel sera votre temps ensemble dans l'atelier? Bien sûr, la transmission ne s'arrête pas une fois que vous avez quitté l'atelier, parce que l'élève va continuer de pratiquer les techniques enseignées, mais il faut que le temps en atelier soit visible, parce qu'il y a quand même une allocation qui est donnée au maître d'art, donc du temps doit être dégagé pour montrer, parce qu'on reste dans des métiers d'art, pour montrer la technique de façon visuelle et physique dans un même lieu. Échange à respecter.
Pardon, je ne vous ai pas très bien entendu. Il y a un temps minimum d'échange, de partage à respecter. On sera à peu près à une semaine par mois, D'accord. mais qui peut être 15 jours tous les 2 mois. Enfin, ou ça peut être 3 mois pleins. Après, voilà, mais le minimum, on va dire une semaine par mois, répartie de façon différente. Si sur certains ateliers, c'est sur des projets plus longs, il est plus intéressant que l'élève reste plus longtemps pour pouvoir suivre un projet de A à Z. Et sur des ateliers où la production va plus rapide, c'est plus intéressant qu'il soit là de façon régulière, j'ai envie de dire. D'accord. Et pour monter le dossier d'inscription, il faut déjà s'engager sur le calendrier? Alors, engager est un grand terme, il faut le mettre. Après, bien sûr, on a bien conscience que tout est à l'épreuve de la production, donc on en discute si jamais au bout de 3 mois, on voit ensemble que ce calendrier ne convient pas pour les deux parties, pour des questions de planning, des questions de production, enfin, il y a diverses causes. Dans ce cas-là, on peut le revoir ensemble. Et si un jour, par exemple, on a dit que c'était une semaine par mois et qu'il y a un très gros projet du côté de l'élève ou du côté du maître d'art et qui ne peut pas se permettre de prendre cette semaine pour pouvoir justement réaliser ce projet, c'est tout à fait entendable que cette semaine saute et qu'elle soit répartie sur un autre moment. C'est pour ça qu'en fait, on conventionne en début et fin d'année pour vraiment pouvoir avoir quelque chose le plus construit possible, parce qu'après, il faut le transmettre au ministère et qu'on ait, nous, une trace de suivi. Mais on fait des points réguliers pour pouvoir s'adapter, parce que, bien sûr, en fonction des projets et en fonction des années, tout va changer et vous pouvez pas vous engager sur 3 ans en disant on se verra tous les lundis et finalement il y a des lundis qui vont pas être possibles parce que vous avez des rendez-vous à l'extérieur, parce que vous partez en vacances. Enfin, il y a, il y a beaucoup voilà, de façon tout basique, il y a la vie quotidienne. Donc c'est juste le calendrier va être nécessaire parce que ça reste une candidature sur dossier. Donc il faut que le jury puisse apprécier quel est l'engagement prévu par le binôme et quel est le rythme prévu, mais après, il est adaptable par la suite. Donc, on a vu un peu les critères d'éligibilité. On va voir les critères qui sont non recevables. Donc, ça reste une candidature sur dossier. Donc, le non-respect des critères. Après, on a des exemples. Donc, le métier n'appartient pas à la liste des métiers d'art. Donc, ça peut être rattaché à la liste des métiers d'art, mais vous aurez des métiers qui ne sont pas du tout attachés. Justement, on parlait de l'absence de temps et de levier pédagogique. Donc, si on voit qu'il n'y a pas du tout de temps passé en atelier physique entre le binôme, là, ça va être un non tout de suite. La substitution à la formation initiale, c'est une formation qui existe et qui est aboutie. Dans ce cas-là, on préférera laisser, parce que malheureusement, l'enveloppe fait qu'on ne peut pas accompagner tout le monde, donc on préfère prendre ceux qui n'ont pas d'autres possibilités. Une fragilité économique, donc au moment de la candidature, vos comptes vous seront demandés. C'est pas pour les scruter, c'est juste que forcément prendre du temps sur la production pour enseigner va demander une adaptation dans votre production. Donc être sûr qu'on ne vous met pas en difficulté et que l'entreprise puisse supporter cette transmission. Et la quatrième, c'est l'absence du statut socio-professionnel de l'élève. C'est si il est sortant de formation avec aucun statut, malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas suivre. Ça reste une candidature, donc vous avez des critères qu'il faut respecter. Et quand vous dites fournir les comptes, quand on Oui. est travailleur indépendant et auto-entrepreneur, on n'a Oui. pas cette exigence-là de transmettre nos chiffres annuellement. Oui. En revanche, on a quand même une comptabilité, mais interne. C'est ça que vous voulez voir? Oui, exactement. Comme dans mon cas, par exemple, je suis retraité, j'ai continué mon activité. Je suis retraité d'une fonction antérieure. Donc, je suis artisan d'art depuis 10 ans. Donc, j'ai continué mon métier.
Et donc, j'ai pas de bilan ni de compte de résultat. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, donc, c'est je la vois tout. situation globale, c'est-à-dire la situation globale qui vous intéresse pour savoir si l'entreprise est capable de subvenir à ses besoins au quotidien. C'est ça? Exactement, tout à fait, c'est exactement ça. OK. En fait, il suffit d'envoyer le chiffre d'affaires qui est fait à l'URSSAF. Exactement, et le compte de résultat aussi, parce que ça nous permettra de voir, enfin, d'apprécier un petit peu aussi votre entreprise, parce qu'il faut imaginer que bah, forcément les membres de jury n'auront pas forcément connaissance de toutes vos entreprises avant les dossiers, et là, ça leur permet aussi bah, de voir que vous produisez l'intégralité en interne, que vous travaillez certains types de matériaux. Le compte des résultats est détaillé et demandé aussi pour aider le jury, parce que en 2 mois, il doit se décider sur dossier pour la première sélection du passage ou non des binômes, et donc ça leur permet aussi de voir que fait votre entreprise. D'accord. Mais ça ne sera pas un jugement, oh, ils vendent pas assez ou ils vendent plus. C'est vraiment on essaye, ces dossiers ont évolué au fur et à mesure du temps. C'est comment connaître votre entreprise en sachant que chacune est différente, le plus précis possible pour que le jury puisse s'en faire une idée. Voilà, c'est ça le but. Donc là, on vous a mis quelques exemples, je vois que l'heure défile, sur les différents types de projets qui ont été soutenus au cours du temps. Donc là, c'est ce qui va concerner le projet professionnel de l'élève, puisque projet professionnel de l'élève, ça veut tout et rien dire. Donc on vous a mis des exemples. Donc ce n'est pas l'intégralité de ce qui a pu être fait, mais c'est des points précis qui ont été appréciés. Pour ce cas-là, donc c'est la transmission de l'atelier du maître d'art vers l'élève avec, vous voyez, des projets hors atelier, donc participation à un groupe de travail, ouverture de l'atelier au public. Donc ça peut être pour les GEP, pour les GEMA, des choses parfois que vous faites déjà, mais que vous allez continuer, et ça va permettre à l'élève de pouvoir voir comment on ouvre un atelier, quelles sont les contraintes, quels sont les... Donc c'est des multiples cas, mais c'est un peu pour vous donner des exemples très précis de ce qui a pu être fait dans le cadre du projet d'accompagnement. Donc, c'est le cas aussi de Xavier et Lisa. Donc, c'est une entreprise familiale qui a été reprise par Lisa, qu'on a aidé notamment sur la fabrication de poinçons. Donc, elle s'est formée plutôt à des formations annexes du métier, notamment en gravure et incrustation sur métal, parce que c'est des maquillas, des bâtons de marche, et il y a une partie en métal. Donc, elle voulait maîtriser la chaîne de la fabrication de A à Z. Je vous en ai parlé rapidement de Ludovic et Alice, donc, qui sont clefetiers et clefetières. Là, c'était juste tous les deux sont indépendants, et c'était pour pouvoir créer une identité commune et pouvoir avoir un marché plus important tous les deux. En conservant chacun leur marque, mais en ayant une marque chapeau sous laquelle ils pouvaient fabriquer des éléments spécifiques. Donc ça peut être un des cas. Pour Philippe et Laura, donc eux sont tous les deux dans des... donc Philippe est récemment à la retraite, et tous les deux sont dans des régions différentes. Donc la clientèle de Philippe a été passée à Laura, et pour Laura, il s'agit de maintenir contact avec cette clientèle et de développer sa propre clientèle pour avoir une clientèle plus fidèle à sa marque à elle, et qui ne soit pas seulement celle de Philippe. Donc, on va l'aider notamment à développer son réseau professionnel, à marketer sa marque et savoir où se placer. Donc, elle est bottière sur mesure, mais comment on parle du sur mesure pour la botterie femme, en sachant qu'elle est la seule à le faire, parce qu'il en existe très peu sur le territoire. Et tout bêtement, une montée en compétences. Donc, Serge et Cédric travaillent à la fonderie Coubertin. Donc, ils sont releveurs-repousseurs, donc un métier qui est peu enseigné, voire pas du tout. Et donc, Serge, qui est dans l'atelier depuis des dizaines d'années, a transmis à Cédric son savoir-faire
pour que dans un futur proche, Cédric puisse reprendre les responsabilités de Serge au sein de l'atelier. Pour l'instant, ils sont tous les deux toujours actifs, mais quand Serge prendra sa retraite, Cédric pourra reprendre, j'ai envie de dire sereinement, les responsabilités de Serge en tant que chef d'atelier pour la partie repoussage à la fonderie Coubertin. Et le dernier exemple, donc c'est Yves et Claire. Donc eux sont dans un EPIC à la Monnaie de Paris. Donc là, c'est pour tout ce qui est gravure sur métal, donc gravure des médailles. Donc là, il s'agissait de pouvoir faire monter en compétence Claire parce que Yves était le seul au sein de l'atelier à maîtriser de manière assez pointue cette technique qui reste le cœur historique de la Monnaie de Paris. Et donc là, c'était faire monter en compétence Claire pour qu'elle puisse avoir au fur et à mesure du temps les mêmes capacités que Yves et qu'ils soient deux à pouvoir produire et plus uniquement Yves, parce que quand vous n'avez qu'une seule personne à produire sur certains types de techniques, ça peut être assez fragile, notamment dans le temps, mais aussi dans une année quand les commandes se font plus importantes. Assez rapidement, parce que je parle. Pour le calendrier de sélection, il se fera sur 1 an. Donc, on attend encore la confirmation du ministère pour l'ouverture des candidatures, mais ça sera le premier trimestre 2025. Donc là, on a mis janvier-mars, mais comme vous le savez, on a été un petit peu chamboulés tous par des absences de ministres pendant plusieurs mois. Donc tout se remet en route, mais on attend encore une validation de cette ouverture, des dates précises. Donc je ne m'engagerai pas sur le janvier-mars, ce sera peut-être février-avril, mais on restera sur un début d'année 2025 pour avoir des premières réunions de jury en septembre. Donc là, ça sera uniquement sur dossier, d'où l'importance des 4 critères qu'on a vus ensemble et qui transparaître dans le dossier. Une visite d'atelier qui est faite par l'Institut, donc par moi-même ou une de mes collègues, pour pouvoir échanger avec vous et voir qu'est-ce que le programme peut vous apporter, un petit peu compléter votre candidature qui a été sélectionnée par le premier jury et vous préparer au second jury qui là sera en physique. Donc là, il faudra se déplacer à Paris où vous pourrez rencontrer les membres du jury et vous pourrez échanger avec eux sur votre candidature pour une nomination en décembre et une entrée dans le programme en 2026. Donc à chaque fois, ces rendez-vous, là, ça se fait en binôme. Hein. Ça se fait en binôme. Ouais, tout à fait, tout à fait. Vous faites bien de le préciser. Donc là, c'est le dossier de candidature. Donc celui de l'année prochaine n'est pas encore sorti, mais vous pouvez télécharger celui de 2021-2022. Il sera sensiblement pareil. On le modifie à chaque fois pour avoir quelque chose qui soit le plus ergonomique, le plus facile à lire pour vous et pour les membres du jury. Donc il y aura des questions qui seront adaptées, mais le contenu sera le même. Donc n'hésitez pas à le télécharger en amont. Comme ça vous permet de voir quels seront les éléments à mettre. J'ai à peu près tenu dans les temps. Alors, donc on a échangé. Donc je vais arrêter le partage comme ça me permet de voir certains d'entre vous. J'étais très rapide. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous souhaitez revenir? Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent pas assez claires? L'allocation, est-ce que c'est une enveloppe constante, c'est-à-dire ou est-ce qu'elle est modulable en fonction du projet? Non, elle est constante. Elle est à l'heure actuelle de 16 000 € par an et par binôme. D'accord. Je vous dis actuellement parce que les budgets sont en train d'être votés par le ministère. Donc voilà, tout est une question de l'intégralité du programme est financée par le ministère. Donc c'est eux qui sont en charge de pouvoir gérer l'enveloppe et l'allocation. Combien retiendrez-vous de binômes cette année? Parce que j'ai entendu que peut-être il y aurait davantage de maîtres d'art sélectionnés.
Tout à fait. Le but du ministère, c'est d'augmenter le nombre. Donc, on serait entre 8 et 13, même chose. Donc, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est à 8. Le but est d'augmenter, entre guillemets, le nombre d'accompagnements, mais sans renier sur la qualité. Donc, c'est pour ça que je vous donne une fourchette. Tout dépendra des candidatures. On ne va pas prendre 13 personnes. Oui, Voilà, pour avoir 13 personnes. Ouais. c'est sûr. Mais oui, le but est d'augmenter un peu la voilure. D'accord. Et on pourra vous contacter, vous, personnellement, pour le montage du dossier, si on a des questions un peu pointues, un peu particulières. Alors, moi, je peux vous aider dans une certaine mesure. Je ne pourrais pas vous aider complètement à remplir le dossier parce que je ne peux pas être jugée partie. Mais on peut faire des rendez-vous individuels. Certaines questions très spécifiques. Voilà, c'est ce que j'allais, si vous souhaitez qu'on fasse, parce que là, il y a peut-être pas forcément votre binôme à côté de vous. Donc, si vous souhaitez qu'on fasse un rendez-vous à 3 avec votre binôme et que vous puissiez un peu m'exposer votre savoir-faire, quels sont pour l'instant ce que vous pensez faire, je pourrais vous dire dans quelle mesure ça va être apprécié. Mais je pourrais pas, voilà, si vous me dites j'ai cette question-là, qu'est-ce que je dis, je ne pourrais pas vous le dire. Non, Voilà. non, c'est certain. Non, c'était pas dans cette Mais oui, bien sûr. Mais... Parce que là, c'est une Le présentation. webinaire est à destination uniquement des maîtres d'art et Des deux. des élèves. Des deux, d'accord. Okay. Maître d'art et élève, il a été ouvert à tous. Donc après, mais parfois, c'est toujours compliqué parce que là, l'horaire était totalement imposé. Donc peut-être que les deux n'ont pas pu forcément participer. Donc c'est pour ça qu'après, on peut faire des rendez-vous individualisés. Est-ce qu'il existe quelque part une liste des métiers d'art Oui, bien sûr. savoir-faire rares Alors, pas privilégiés pour cette candidature? Non, parce qu'elle est changeante et c'est un peu le but de Perdurare pour l'instant, dont le projet dont je vous parlais. Donc, c'est un projet qui a été lancé avec AG2R, la mondiale artistique, parce que finalement, on n'a pas de liste. On a cette liste des métiers d'art, ça, elle existe depuis que la loi a été promue, mais de savoir-faire qui sont en péril ou qui vont le devenir. En fait, ça, c'est le but vraiment, c'est que aujourd'hui, peut-être que vous avez une quinzaine de détenteurs, je ne sais pas, par exemple sur la taillanderie, je dis au hasard, mais que c'est des personnes qui sont amenées à être à la retraite dans un futur proche. Donc peut-être que ce n'est pas en danger tout de suite, mais que ça va l'être par la suite. Et ça, c'est le projet Perduraric. Et je vous encourage, si vous avez, je vous enverrai le PowerPoint, c'est vraiment à vous inscrire parce que c'est un petit questionnaire de 5 minutes où vous pourrez donner votre savoir-faire, votre nom, votre entreprise. Et c'est vraiment sur ça, par la suite, qu'on va pouvoir voir si ce métier sera en péril dans quelques années. Enfin, c'est très difficile, notamment sur toutes les législations, notamment je pense à l'écaille ou à l'ivoire. Maintenant, ça devient une vraie problématique pour certains métiers. Donc, des métiers qui n'étaient pas forcément rares vont le devenir à cause de certaines normes européennes ou mondiales. Et c'est ça qu'on va essayer d'apprécier dans cette. Mais le questionnaire a été lancé en octobre, donc les premiers résultats ne seront que l'année prochaine. Donc pour l'instant, non, je ne peux pas vous répondre malheureusement. Moi, j'ai répondu au questionnaire que j'ai eu, d'accord? Oui. Et nous, on a une grosse problématique dans notre métier, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'installent en tant qu'auto-entrepreneurs, mais qui n'ont absolument pas de niveau et qui n'ont pas forcément de diplôme, qui font des stages une semaine, 15 jours. Et je ne sais pas comment l'expliquer, mais par exemple, c'est juste une petite anecdote, quoi. Avant, les vanniers étaient meilleurs ouvriers de France entre 25 ans et 35 ans. Maintenant, c'est ceux qui ont fait la même école, qui ont entre 55 et 65 ans, qui passent le diplôme. Donc là, en fait, on continue comme ça, c'est fini, terminé. Et il y a même les profs aujourd'hui qui arrivent à l'École nationale de vannerie n'ont même plus le niveau de meilleur ouvrier de France.
Et là, ça devient... Là, c'est... Mais par contre, si vous faites le bilan du nombre de personnes installées sous ce numéro code NAF, ben, vous allez en trouver beaucoup. Après, c'est pour ça que là, pour le perduraré, on va au-delà du code NAF. C'est pour ça qu'on vous demande de remplir vous-même le questionnaire, parce qu'en fait, après, chaque dossier, donc pour certains dossiers, ça sera évident, seront étudiés par le comité scientifique qui jugera ou non si c'est du savoir-faire rare ou pas. Parce que c'est toujours... Enfin, on peut toujours se dire savoir-faire rare et ne pas l'être, justement, et ne pas avoir la maîtrise technique ou que votre métier ne soit pas du tout rare parce que en fait, vous l'appelez d'une certaine façon, mais il correspond aussi à une autre technique. Je pense à la maroquinerie, toutes les techniques du cuir qui sont assez vastes. Vous avez peut-être certaines techniques de maroquinerie qui sont extrêmement rares, mais la maroquinerie en elle-même ne l'est pas. Donc, Oui, voilà. oui, vous avez par la suite un comité scientifique qui jugera ou non de la rareté de votre savoir-faire, justement pour essayer d'avoir une vision la plus précise possible. D'accord. Donc, ce dossier perduraré, là, il est à télécharger sur votre site, c'est ça ou pas? Oui, c'est un questionnaire que vous pouvez trouver sur le site, mais vous avez un lien dans le PowerPoint que je vous enverrai avec Je participe et qui vous enverra directement sur le questionnaire si vous souhaitez le remplir. D'accord. Ok. En fait, c'est la phase 1 avant de faire le dossier d'inscription. Il faut passer par là obligatoirement, non? Non, les deux sont en parallèle. Après, c'est mieux parce que de toute façon, là, sur la prochaine sélection, on n'aura pas l'entièreté des résultats perdurarés et que vous avez toujours des gens qui n'ont pas eu vent de l'étude et qui vont pas le remplir et qui vont remplir un dossier maître d'art. Enfin, on va pas être aussi drastique et on va accorder la candidature même si la personne n'a pas rempli. On va juste l'encourager si on se rend compte que la personne n'a pas rempli le questionnaire. Et vous avez dit, bonjour Camille, et vous avez dit que nous aurions des résultats de perduraré l'année prochaine, c'est-à-dire Exactement. début ou à peu près quand? Camille, si je peux prendre la parole. Oui, très bien, Jeanne. Justement, j'allais voilà, dire que... je suis en charge du projet Perduraré. Merci, Jeanne. Alors, on peut pas au début de l'année et probablement pas vraiment, c'est pas vraiment une étude, c'est vraiment un recensement. Donc, l'objectif derrière, c'est de créer une plateforme numérique collaborative et interactive. Donc, on espère, mais là, comme c'est un développement technique d'une plateforme, enfin un site internet, il y a toujours des retards dus à des problèmes techniques. Je ne peux pas donner de date du lancement d'une première version de cette plateforme. On aimerait la lancer d'ici la fin de l'année, début 2026, où sur cette plateforme pourraient se trouver les premiers résultats du recensement sous la forme d'un annuaire ou d'une cartographie. Mais il y aura pas, ce sera pas une restitution d'une étude avec des chiffres, des statistiques, etc. Ou une liste exhaustive des savoir-faire rares. C'est quelque chose vraiment d'évolutif. Et voilà, comme l'a dit Camille, en 2025, on va réunir un comité pour étudier certains cas de certains savoir-faire pour pouvoir les classifier ou non en tant que savoir-faire rare. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va nous demander un petit peu de temps. Donc tout ne sera pas non plus forcément en ligne dès 2026, enfin dès début 2026, mais en tout cas, on espère une bonne partie. Merci. Merci Anne. Et merci Jeanne. Tu tombes à pic. Rémi Desmond, qui est dans la promotion actuelle, est présent aussi. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, parce que moi je vais être la partie plus institutionnelle, hein. Mais si vous avez besoin, je ne sais pas si Rémi voulait prendre la parole quelques instants pour évoquer votre... Après j'ai vu qu'il y a d'autres maîtres d'art aussi, j'en ai reconnu certains. Mais si vous voulez présenter un peu, vous, votre ressenti, et après comme ça on prendra les dernières questions.
Alors là, par contre, votre micro est en mute, donc on ne vous entend pas, Rémi. Je vais voir si je peux le... Les aléas du direct. J'ai l'impression qu'il est toujours en... Normalement, vous avez un micro en haut à droite. Vous avez microphone partagé. Et là, sur microphone, Ça doit être bon. c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Oui, bonjour Camille, bonjour à tous. Bonjour. Oui, nous sommes avec Lou dans notre troisième année, là, à partir du début d'année. On va finir fin décembre 2025. Vous avez tous un peu entendu. C'est vrai que nous, quand on a commencé, on était toujours un peu inquiets, le dossier, tout ça. Mais bon, finalement, ça se fait très très bien. Après, on avait déjà une complicité avec Lou, puisque ça faisait un peu plus d'un an qu'on travaillait ensemble dans l'entreprise. L'entreprise dont j'ai créé, et maintenant c'est mon fils qui l'a repris, donc j'ai beaucoup plus de temps de libre pour me consacrer avec Lou, donc ça c'est plus confortable. Et puis voilà, on avait vraiment l'habitude de travailler ensemble, donc la complicité a continué. Après c'est pas toujours évident, il y a quand même un écart d'âge, enfin voilà, il y a une génération, c'est beaucoup de temps à passer quand même, mais ça a été vraiment les 2 premières années, là, ça a vraiment été un grand plaisir. Et je pense que là, jusqu'au bout, ça va être génial et on a hâte d'arriver au bout, mais ça n'a pas été une contrainte. On était avec Chloé au début, Baptistolo. Maintenant, c'est Camille qui a repris. Ils sont très à l'écoute et ils nous ont aidés tout au long de ces 2 ans, quoi. Dire d'autres. Bon, après, nous, notre métier, c'est la charpente vraiment à l'ancienne. En fait, donc du coup, ça s'apprend à l'école. Hein. Le métier du charpentier, ça s'apprend à l'école. Donc, j'ai appris les bases à l'école. Et après, je suis allé beaucoup plus loin parce que je voulais travailler vraiment tel qu'ils travaillaient au Moyen-Âge, c'est-à-dire avec les mêmes outils, comprendre la forêt. Donc, savoir lire un arbre, savoir comprendre les blessures, lire l'écorce. En fait, tout ça, ça ne s'apprend pas à l'école. Ça s'apprend dans un autre métier, gestion de la forêt et tout ça. Et la gestion de la forêt, encore, eux, ils apprennent à lire les arbres, mais pour les faire pousser, mais pas pour les travailler en deuxième temps. Donc, il a fallu travailler avec eux. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait pendant un certain nombre d'années. Et puis, comprendre le bois, alors, pour retrouver des outils avec les musées, les remettre en action. Faire en sorte que travailler à la hache toute la journée pendant des semaines, on est pas mal au dos et on ne se blesse pas. Donc ça a été aussi un challenge. Et puis voilà, là, nous, on a 10 ans de recul, un peu plus de 10 ans de recul sur ce savoir-faire-là. Et Lou, quand elle est arrivée dans l'entreprise, ça l'a passionnée. Et voilà, c'est comme ça qu'on a lancé le maître d'art élève avec cette technique-là. Et aujourd'hui, Lou maîtrise en forêt aussi bien que moi, sans problème. Et puis la hache, bon, sûr physiquement, mais aucun problème non plus pour tailler avec une précision selon les outils, quoi. Donc après, voilà, si vous avez des questions, je veux bien répondre à toutes vos questions par rapport à... le dossier, c'est assez simple, hein, il suffit de marquer tout ce qu'on a fait. Et puis après, l'élève doit avoir un projet derrière qui tient quand même, parce que c'est pas s'engager pour 3 ans et puis après repartir dans un autre métier. Donc, il faut quand même que l'élève soit motivé. Si elle est motivée avec son projet, ça peut aller très loin derrière, quoi. On connaît même un élève qui est devenu maître d'art dans notre promotion, je crois. Oui, tout à fait. Exactement, voilà. Sébastien Tessier. Il a été élève et maintenant il est maître d'art et il a un élève, quoi. Est-ce que vous auriez des questions, vous souhaitez rebondir ou on vous a convaincu? Non, je plaisante. Après, voilà. Le timing
de présence de votre élève et vous l'avez fait comment? Alors nous, on est au quotidien déjà dans l'entreprise tous les deux, hein, donc c'est assez facile d'aménager. Alors, on n'a pas une règle exacte de tant d'heures, tant de jours et tout ça, donc ça se fait quotidiennement. Donc quand on a des chantiers ensemble, c'est plus facile. Mais ça se fait vraiment, on n'a pas fait un planning vraiment, bon, on l'avait mis dans le dossier, bon, on s'y tient. Mais voilà, il y a des fois, on va passer 2 heures dans une journée, il y a des fois, on va passer 2 jours ensemble. Enfin, voilà, on essaie, enfin, faut que vraiment Lou, à la fin du process, elle ait toutes les données, quoi. Donc, il faut qu'elle travaille de son côté aussi. Donc, en fait, quand on transmet, on donne un savoir-faire. Donc, à un moment, l'élève, il faut qu'il travaille sur ce qu'on a expliqué, sur ce qu'on a donné, sur les techniques, sur les relevés. Donc voilà, donc elle a du travail un peu toute seule à faire de côté, quoi. Donc Lou, elle a le statut de salarié chez vous? Lou est salariée chez nous et elle a passé son BP, elle avait son BP en même temps, en parallèle, que le même BP en charpente. Elle a fait une année de plus parce qu'elle n'avait pas le temps, on avait des chantiers très importants, donc elle n'avait pas le temps de tout agencer, quoi. Donc elle a fait son BP en 3 ans et elle l'a eu avec mention très bien. Donc c'est exceptionnel parce qu'en charpente, mention très bien, c'est quand même, en plus pour une femme, voilà, c'est... Et les Donc restitutions, le BP, ça pardon. représente tout le trait de charpente, en fait, toute la partie conventionnelle, en fait, hein. Et puis après, là, aujourd'hui, elle a un savoir-faire en partant de la forêt, quoi. Là, aujourd'hui, elle est capable d'aller choisir un arbre et de le transformer dans une charpente telle qu'il a été fait au Moyen-Âge, quoi. Une question sur la restitution que fait votre élève auprès du ministère. Est-ce que c'est un dossier qu'on fait chaque année pour montrer le travail qui a été fait? Est-ce que c'est un peu lourd administrativement ou c'est quelque chose qui se fait de façon un peu informelle? Il y a un suivi, en fait, il y a une visite d'entreprise. Chloé venait nous voir 1-2 fois par an, quoi. Et après, nous, il y a des fois, il y a des réunions à Paris un peu. Enfin, bon, c'est pas très lourd, ça nous fait une sortie, c'est assez sympa d'ailleurs. Et voilà, bon, souvent on y va avec nous, ou j'y vais tout seul, ça dépend du planning en fait. Mais non, c'est vraiment pas. C'est pas trop chronophage, quoi. Il n'y a pas des restitutions avec un gros dossier administratif, parce que parfois c'est un peu lourd pour nos ateliers parce qu'on est toujours un peu dans l'urgence et dans le travail. Donc s'il y a des gros dossiers à faire tout le temps, c'est quelque chose qui peut être un peu ennuyeux, quoi. Ouais. Oui, bon, voilà, on préparait quelque chose souvent avec nous, mais non, c'était. C'est gérable pour vous, ça vous a pas paru lourd en tout cas, oui. Non, c'est gérable et puis on est bien accompagné. Je trouve qu'on est bien accompagné. Oui. Après, si je peux compléter, en fait, il y a 2 moments importants. Ça va être ce qu'on appelle la convention de début d'année et la convention de fin d'année. En fait, on va vous demander de réfléchir et après, on fait un rendez-vous ensemble où il y a une prise de notes qui est faite de notre côté et c'est principalement nous qui faisons le compte rendu. Mais après, on vous le fait valider pour être sûr que tout est bien mis et que tout est correct. Mais ce n'est pas forcément un dossier à remplir par vous-même, on vous envoie, il est pré-rempli et après on le complète ensemble lors d'un rendez-vous en physique ou en visio, de préférence en physique, comme ça permet aussi de voir l'atelier et de pouvoir un peu prendre des nouvelles, exactement. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, il y a les journées européennes des métiers d'art et nous, on a fait des visites de chantier avec nous. Donc, on a invité certains clients ou des architectes. Donc, on va le renouveler cette année. Donc, ça nous fait connaître en même temps. Donc, en fait, ça amène aussi une publicité à l'entreprise quand même. Donc, en parallèle. Donc, c'est quand même... c'est pas mal, quoi. Et puis, il y a la partie, dossier, puis il y a la partie orale. Si on est retenu au dossier, où il y a quand même un certain nombre de personnes, je ne me souviens plus exactement, mais... Une petite dizaine. Ouais, mais ouais, c'était aussi, ils nous ont mis à l'aise et c'était assez confortable aussi.
En fait, c'est pas. Ils sont là vraiment pour nous aider. En fait, ils sont à l'écoute. Bon, voilà, si ça tient la route, il n'y a aucun problème, quoi. Nous, on avait un peu peur parce qu'on n'a pas un métier non plus atypique. On n'est pas dans la bijouterie ou dans l'horlogerie. Enfin, on est vraiment de la charpente, ça reste de la charpente, quoi. Donc, bon. Mais là, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises monuments historiques qui s'y intéressent alors qu'avant, ils ne s'y intéressaient pas, quoi, à cette technique-là, quoi. Donc, quand une charpente était à restaurer, on remettait un bois mécanisé dans des pièces qui ont été taillées à la main du 11, 12 ou 15e, quoi. Donc, en 3 restaurations, la charpente avait perdu son âme. Donc, c'est un peu pour ça que nous, on a mis ça en place. Enfin, moi, j'ai mis ça en place. Mon fils continue ce process. Et dans l'entreprise, bon, il y a Lou qui est maître d'élève, mais tous les salariés ont les mêmes compétences, en fait. Mais voilà, on ne prend qu'un élève, mais on pourrait très bien associer 3 élèves, en fait. Puisque c'est vraiment une transmission, quoi. Toutes les recherches que j'ai faites ou autres. Et Lou, on rajoute toujours un peu parce qu'elle fait des recherches aussi, quoi. Donc ça continue, quoi. Elle amène un peu de son nouveau, quoi. Merci, c'est passionnant tout ça. C'est passionnant, je confirme. Tout à fait. On pourra en parler des heures. On va arriver à la fin de notre réunion. Je ne sais pas si vous avez encore quelques questions. De toute façon, moi, je vous enverrai un mail avec le PowerPoint et comme ça, vous aurez toutes mes coordonnées dans la signature et on peut prendre des rendez-vous après téléphoniques, par visio ou en physique si vous êtes à Paris, proche banlieue. Pour pouvoir échanger sur votre savoir-faire ou sur des points précis de votre candidature. Ça, il n'y a aucun souci, je me rends disponible. Merci beaucoup pour cette rendez-vous. Merci. Merci. Bonne journée à tous. Merci d'avoir pris le temps. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci. Bon courage à tous. Merci, au revoir. Bon courage. Au revoir. Au revoir, Camille. Merci Au revoir, beaucoup. Rémi. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, Anne. Au revoir, Camille.